Ces matchs d'ouverture de Coupe du Monde, c'est des matchs qu'on attend pendant des mois, qui nous semblent si lointains et qui finalement prennent fin en un instant, si bien qu'au coup de sifflet final, on n'est pas très sûr de ce qu'on a vu. Heureusement que l'analyse est là. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Beaucoup de choses à dire sur ce France-Australie. Alors pour cette fois, on repart sur le format de l'analyse classique. On se dispense du contexte et du scénario pour entrer directement dans le vif du sujet. C'est parti. Alors le premier enseignement à tirer de cette rencontre est forcément tactique et il s'agit plus spécifiquement de l'animation offensive de l'équipe de France. Depuis des semaines, des mois, voire des années, on s'évertue à résoudre le casse-tête, on tente toutes les combinaisons du Rubik's Cube, mais le constat reste le même. Comment est-ce que les Bleus peuvent disposer d'autant de talents individuels et parallèlement être aussi peu enthousiasmants avec le ballon ? On rappelle simplement les faits, cet après-midi la France c'est 13 tirs pour 6 cadrés et 55% de possession. C'est des statistiques qu'on s'attend à voir contre des cadors de la compétition, pas contre une des équipes les plus faibles du tournoi. Et je vais citer une observation de Florent Tonuti que j'ai retweeté à la mi-temps. Laisser 48% de possession à un adversaire inférieur, c'est beaucoup trop pour espérer emballer le match et imposer ton rythme. Ça presse quand le bloc est 20 mètres trop bas sur chaque relance australienne. Donc la manière dont il faut lire ces stats, à mon avis, c'est une incapacité à prendre le jeu à son compte, à dicter le tempo, et il y a des circonstances atténuantes, évidemment. C'était le premier match, la pelouse était très sèche, il y a plein de facteurs qu'on peut invoquer, et certains sont même tout à fait légitimes, mais le constat demeure. Cette France-là n'a pas une identité offensive assez marquée qui lui permettrait de mettre son adversaire sous l'eau pendant de longues séquences, comme l'Espagne en est capable, comme le Brésil en est capable. La conséquence, c'est que dans un jour sans comme hier, on marque certes 2 buts un peu heureux, mais difficile de retrouver les traces d'une vraie occasion franche. Bon, déprimez pas trop, hein, tout n'est pas à jeter non plus, et je vais y revenir très vite, mais juste pour finir sur ce premier enseignement, maintenant qu'on a dressé le constat, on a analysé l'existant, comme diraient certains, maintenant il faut se poser la question, quelles sont les solutions tactiques ? Et alors ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est qu'en équipe de France, l'animation offensive, elle est entre les mains, ou plutôt entre les pieds, des joueurs eux-mêmes. Je m'explique, dans certaines sélections, comme l'Espagne, l'identité offensive de l'équipe transcende les individus, il y a une philosophie, une idée générale, et pour être titulaire, il faut adopter cette idée, s'en faire le dépositaire et s'insérer dans le collectif. Et alors en bleu, c'est l'inverse, on laisse beaucoup plus de liberté à nos talents offensifs pour qu'ils créent eux-mêmes leur œuvre, pour qu'ils peignent leur toile. Et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir dans un sens ou dans l'autre, les deux peuvent très bien fonctionner, mais voilà, c'est important de comprendre cet état d'esprit. Et donc à partir de cette idée, il faut comprendre aussi que chaque combinaison de joueurs a une saveur très particulière, une saveur unique. Si en Espagne tu mets Thiago à la place de Koké, ça change pas diamétralement la couleur du tableau, eux ils ont une certaine interchangeabilité et ça fait notamment leur force. Alors que pour nous, mettre Dembélé ou Giroud, Mbappé ou Fekir, ça change absolument tout et ça peut absolument être une force. Cette capacité à improviser constamment, ça peut déséquilibrer une défense, il y a beaucoup de points positifs. Ok, alors une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a bien compris ça, il nous reste à analyser les saveurs d'hier, et en plus on a de la chance parce que le chef étoilé Didier Deschamps nous avait sorti une nouvelle recette, celle que sa clientèle lui réclamait depuis des temps immémoriaux. C'était donc cette fameuse association Dembélé, Mbappé, Griezmann, avec Giroud sur le banc, et ça n'a pas été fameux. On vantait la capacité de ce trio à permuter à l'infini, et donc à brouiller les pistes, et vous noterez qu'on est bien dans cette logique d'improvisation dont je parlais tout à l'heure, mais donc on vantait leur capacité à permuter, et finalement, force est de constater que le trio a presque été trop fluide, et sans point de fixation, n'a pas eu assez de présence dans l'axe. Et quand je dis ça, c'est pas quelque chose que j'invente de toutes pièces, c'était la première analyse d'Arsène Wenger sur le plateau de beIN à la fin du match, qui regrettait notre trop grande dispersion sur le fond de l'attaque. Et sur ce point, on a très bien vu que l'entrée de Giroud, que je suis loin de défendre en toutes circonstances, mais on a bien vu que son entrée a beaucoup apporté, et notamment le deuxième but, grâce à un travail de relais avec Pogba, dans lequel il a été, lui, un vrai point de fixation. Donc un trident offensif avec un talent exceptionnel, indéniablement, mais qui peine encore dans l'occupation de l'espace, et notamment dans son travail axial. Je pense que c'est une des leçons qu'on peut retenir de la saveur Mbappé, Griezmann, Dembélé.
Ça veut pas dire que c'est pas la bonne combinaison, mais pour moi, hier en tout cas, ça a expliqué en bonne partie la faiblesse offensive des Bleus et la transparence de Griezmann. Voilà, en tout cas, on peut pas dire que la problématique est pas passionnante, et je vais en rester là sur cet enseignement parce que j'ai déjà explosé le chronomètre, mais il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Alors si vous avez des observations, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je lis tout et je lis souvent de bonnes choses, alors allez-y. Mais donc deuxième enseignement, et on va positiver comme je vous l'avais promis, mais c'est qu'il n'y a pas non plus matière à être très inquiet. Cette équipe de France n'a pas réussi une performance ultra enthousiasmante, ok, mais elle a gagné. C'est bateau de dire ça, mais déjà au niveau comptable, c'est une position qui offre de l'air. On a connu des entrées en matière en Coupe du Monde bien plus tendues et effrayantes que ça, comme l'a rappelé Deschamps, donc c'est déjà bien d'avoir pris les 3 points. Deuxièmement, je répète, on a gagné, et là je parle plus des 3 points, mais plutôt de la fameuse réussite de l'équipe de France qui gagne encore une fois sans avoir brillé, et au bout d'un moment, voilà, c'est aussi preuve d'une certaine force de caractère, surtout de la part d'un groupe aussi jeune. Et je préempte mon 3e point, c'est que, comme l'a rappelé Pogba, pour l'extrême majorité des joueurs qui étaient présents sur la pelouse hier après-midi, c'était leur tout premier match en Coupe du Monde. Ça a beau être juste l'Australie, la France a beau avoir une génération dorée, la Coupe du Monde ça demande quand même une certaine acclimatation mentale, une prise de repère, et à part la Russie en match d'ouverture, mais c'est assez particulier, j'ai vu aucune sélection pour l'instant réussir une entrée en matière vraiment conquérante. Donc tout ça pour dire qu'il faut être un peu patient, et à la question est-ce que ce premier match est inquiétant, pour moi la réponse est non. J'entends souvent l'idée selon laquelle c'est bien de galérer, il faut pas se voir trop beau, ça permet de pas se voir trop beau. Je peux pas dire que de manière générale je suis très d'accord avec cette idée, mais en l'occurrence c'est un match qui va faire grandir, et je sais pas si vous avez remarqué, mais généralement c'est la formule qu'on associe aux défaites, faire grandir. Là, on a grandi et on a gagné en même temps, la vie est belle. Et donc pour mon dernier enseignement, forcément, petite dédicace à la vidéo. Décidément, la France fait honneur à sa tradition de pionnier après la goal line technology en 2014. Là, les Bleus ont inauguré le VAR en Coupe du Monde et c'était un sacré moment. D'ailleurs, ceux qui me suivent depuis quelques mois connaissent bien ma prédisposition un peu anti-vidéo, mais je dois avouer que la petite tension du moment où l'arbitre va consulter son écran est assez kiffante. Alors pas encore assez pour me faire changer d'avis, mais c'est toujours stimulant de voir de la nouveauté, surtout dans un sport comme le football qui a connu des évolutions, je remets pas ça en question, mais qui conserve un socle de tradition assez fort. Donc voilà, pour paraphraser Yoris, tant que ça va dans notre sens, ça me va. Mais cela dit, et je me devais de faire un peu mon rabat-joie, mais on a aussi eu la preuve que la vidéo allait pas mettre tout le monde d'accord. Personnellement, je vois le contact sur Griezmann, je pense qu'il y a plutôt penalty, mais j'ai vu beaucoup d'avis contraires, clairement pas tout le monde n'est d'accord, et il y a aussi des débats qui méritent d'être menés. Quelle vitesse de ralenti est-ce qu'on doit utiliser pour détecter la vérité? Ça c'est quelque chose dont j'entends jamais parler, mais qui pour moi est vraiment fondamental. Et ensuite, quand est-ce que les arbitres de la VAR Room alertent l'arbitre central? Parce que moi j'ai regardé Pérou-Danemark en début de soirée, et au bout de quelques minutes de jeu, il y a un contact très litigieux sur Flores. Les images qu'on voit nous, en tant que téléspectateurs, semblent indiquer qu'il y a penalty, pourtant l'arbitre n'est pas averti. Pourquoi? Et ça revient à ce que je disais il y a quelques temps sur l'inflation de notre désir de justice. La vidéo répare certaines injustices, ok, mais elle augmente aussi nos attentes et peut-être, seul l'avenir le dira, nos frustrations. Bref, on passe au top flop, et en premier lieu, j'ai voulu distinguer Kanté. Je regarde pas assez de matchs de Chelsea, alors j'arrive pas à arrêter d'être impressionné par sa qualité de récupération. C'est devenu bateau de dire ça, mais comment est-ce qu'un gabarit comme lui arrive à chipper autant de ballons? Il est dans tous les bons coups défensivement, toujours prêt à porter les stockades en bout de pressing, le coup de grâce qui permet aux Bleus de récupérer des ballons propres et jouables, superbe joueur. Ensuite, un petit mot pour Pogba, un peu chahuté ces derniers temps, et je dirais pas que c'est à tort, mais il apporte des réponses intéressantes sur le terrain. C'est loin d'être son plus grand match, il y a encore du déchet et surtout un peu de nonchalance. On aimerait qu'il accélère davantage le jeu, mais il a quand même quelque chose en plus, une qualité de passe, un œil acéré pour la profondeur et aussi une capacité à être décisif. Trop modeste quand il déclare que son but doit 99% à la chance, parce qu'il a su trouver un relais axial et jouer juste avec Giroud. C'est le but des 3 points, alors merci Paul.
Et enfin, si l'équipe de France a éprouvé autant de peine dans cette rencontre, il faut aussi reconnaître que c'est parce qu'elle est tombée face à un adversaire coriace, rugueux à défaut d'être génial, qui a peu créé mais qui a très bien verrouillé, même si c'était à la limite du réglementaire parfois. Et donc dans ce domaine, j'ai choisi de souligner la performance de leur chef d'orchestre défensif, le petit Aaron Moy d'Huddersfield, révélation de la Première Ligue cette année et qui a vraiment dicté le ton dans l'entrejeu. On aurait pu citer aussi le gardien Matthew Ryan, toujours très bien positionné, pas seulement sur sa ligne, mais dans ses 16 voire 30 mètres, il a bien coupé les ballons joués dans la profondeur pour Griezmann ou Mbappé, et ça nous a pas facilité la tâche. On passe au flop, et celui qui a le plus déçu à mes yeux est Corentin Tolisso. Excellent en préparation, sa montée en puissance récente ne l'a pas tout à fait hissé à la hauteur de l'événement. C'est loin d'être catastrophique évidemment, mais il a eu du mal à trouver les intervalles par la passe, a été un peu lent dans l'exécution, et c'est pas de chance, mais on est obligé de signaler qu'il a mis en danger son équipe sur ce coup franc dévié que Yoris sauve, un soir sans, et pas sûr qu'on le retrouve titulaire contre le Pérou. Ensuite, une petite mention pour Griezmann, il provoque et inscrit le premier but de la rencontre, c'est vrai, mais assez transparent par ailleurs, pas aidé par ce trio fluide peut-être, mais on attend plus d'un leader d'attaque. D'ailleurs, il a été sorti par Deschamps à la 70e, c'est extrêmement rare et c'est pas un hasard. Et enfin, forcément, Umtiti pour ce geste difficile à défendre. Au départ, je pensais qu'il fermait les yeux parce que aveuglé par le soleil, mais si mes calculs scientifiques sont exacts et au vu de l'ombre du stade sur la pelouse, je pense qu'il était derrière lui, alors je comprends pas trop ce bras qui se lève, c'est une grosse erreur qui aurait pu coûter beaucoup plus cher. Après, pour autant, je trouve pas non plus que c'est dramatique et je reste convaincu que cette charnière Umtiti-Varane mérite qu'on soit plus patiente. On a deux cracks en devenir, mais défenseur central, c'est un métier qui demande d'accumuler de l'expérience, laissons le temps faire son œuvre. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors cette fois, je ne vais pas restreindre votre liberté de parole avec des questions supplémentaires, faites-moi juste savoir ce que vous en avez pensé, et je suis sûr que vous en avez pensé plein de choses, généralement c'est des choses assez intéressantes, et généralement je dois dire que dans mes vidéos sur l'équipe de France, je trouve toujours des commentaires beaucoup plus pertinents que ma propre analyse, et comme je suis beau joueur, je les épingle pour que tout le monde puisse en profiter, alors allez-y, éblouissez-nous. Et enfin, je profite de cette outro pour adresser un dernier point qui est le suivant, c'est que après avoir sorti le dernier épisode d'OCDM, OCDM Allemagne, j'avais promis une vidéo prono finaux sur la Coupe du Monde, où je reviendrai sur tous les matchs, et bah j'ai pas réussi. Et puis comme là, la cadence est assez intense en ce moment, et que en plus il y a déjà pas mal de matchs qui ont déjà été joués, bah, je me vois pas trop la faire maintenant, mais promis j'en ferai une pour les 8e, quart, demi-finale, donc soyez prêts. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire globalement. Il est 3h22 là, donc je vais aller me coucher, mais je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez bien de ces matchs de Coupe du Monde, notamment ce très joli Allemagne-Mexique de 17h et Brésil-Suisse de 20h. Kiffez bien tout ça, on se retrouve demain. Bisous.